Anoko, Waisotamo Anoko, Charlie Anoko, Sous Alter Radio, l'IFE, c'était Simbilo. Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, Pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, Pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Des noms circulent comme le nom du Premier ministre actuel, Amadou Ba. Certains pensent qu'il pourrait être le bon profil pour être le remplaçant de Macky Sall. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale là chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices noyo bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale là. On est au XXIe siècle, ce pays doit comprendre et accepter qu'il est multiculturel. Deux thématiques. D'abord, le renoncement du président sénégalais. Macky Sall s'arrête donc à 2 mandats. La déception pour certains, le soulagement pour d'autres. On s'arrêtera aussi un instant sur l'état de nos banlieues en France. Après l'embrasement, le temps de l'apaisement est-il venu? Quelle réponse politique apporter? Quelle perspective d'avenir? Surtout, nous poserons ces questions et bien d'autres à Ziad Limam et Gauthier Rebinski. Bonsoir à tous les deux. Ziad Limam, rédacteur en chef pour Afrique Magazine. Bonsoir, merci d'être là, Ziad. Et puis Gauthier Rebinski, éditorialiste ici à France 24. Merci à tous les deux. Le Sénégal, d'abord, je vous le disais à l'instant, coup de projecteur sur ce pays et puis sur l'après Macky Sall au pouvoir depuis 2012. Le président ne briguera donc pas de 3e mandat. Annonce faite il y a 2 jours à la télévision. Cette décision en a surpris certains. D'autres se sont dit ouvertement soulagés. On va l'écouter puis on se reparle juste après. Ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit, elle surprendra aussi ceux et celles qui souhaitent me voir encore guider la construction du Sénégal, qui trouve de plus en plus ses marques. Mais le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence. Voilà donc pour cette déclaration. Ziad Limam, quelle lecture vous avez faite, vous, de ce renoncement du président sénégalais? Bon, d'abord, c'est une décision très personnelle, puisque d'après ce qu'on sait, il y avait très peu de gens qui étaient informés de cette décision, y compris dans le cercle habituel de ses proches politiques. C'est un discours qui a été préparé à quelques-uns, qui a été diffusé en direct, ce qui est
pas le cas d'habitude, c'est des discours enregistrés. Donc là, c'était indirect. Donc c'est vraiment jusqu'à la dernière minute, il y avait un certain nombre de gens qui étaient pas dans la boucle et qui ont été surpris, d'autant plus que le jugement général, en tous les cas, des troupes du parti, des proches, etc., c'est qu'il allait y aller. Donc forcément, il y a eu une surprise assez forte. C'est un cas assez unique aussi dans l'histoire du pays, parce que c'est la première fois qu'un président en exercice ne se représente pas, parce que Senghor avait été réélu juste pour pousser Abdou Diouf. Diouf avait été réélu un certain nombre de fois, puis battu par Wade. Wade avait été réélu, puis battu par Macky Sall. Et là, Macky Sall ne sera pas battu ni élu, il y va pas. Donc ça ouvre une espèce de période de 7 mois. Alors le côté positif, c'est créativité politique, parce que forcément il y a une génération aussi qui s'en va tout doucement, et donc il y a des hommes politiques qui sont derrière, mais dont très peu ont déjà été élus. Mais avant d'aller là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas de risque de volte-face? Je vais citer un autre président qui l'avait fait, le président Ouattara l'avait fait en 2020. C'est ce que disent les gens c'est ce que disent l'opposition radicale qui ont, je veux dire, on est au Sénégal quand même, c'est un pays qui a des traditions, on peut pas faire un discours pareil. Et puis le parallèle avec la Côte d'Ivoire qui est fait assez facilement, c'est un parallèle qui est très très complexe. La situation en Côte d'Ivoire n'était pas du tout celle-là. Il y a eu un candidat qui a disparu. Après, le président a pris une décision. Mais ça reste tout de même une inquiétude. On va écouter une des membres de coalition de l'opposition. On se reparle juste après. Il ne faudrait pas que l'acte qu'il a posé soit une ruse pour davantage s'attaquer à l'opposition, pour davantage isoler les leaders de l'opposition, pour davantage isoler Ousmane Sonko. C'est pour cette raison que nous demandons à tout un chacun de rester vigilant et mobilisé. Et nous avons pris acte de cette décision qui n'est rien d'autre qu'une réponse qui était attendue de lui en tant que chef de l'État, à savoir respecter les dispositions de la Constitution. Tout de même une inquiétude, donc. Gauthier Rébisky. C'est à moi, pardon. À votre tour. Oui, je suis pas sûr. Ou alors il faudrait peut-être que la situation au Sénégal devienne à la faveur peut-être de ce renouveau, qu'il y ait des troubles et qu'à ce moment-là, Macky Sall se présente comme l'homme du recours. Bon, ça me paraît peu probable. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que vous avez eu quantité de personnes, à la fois des officiels et des moins officiels, qui ont dit ça n'est pas contre Macky Sall, mais je considère qu'il y a une forme de légitimisme juridique qui veut que le président s'en aille. Donc, c'est là que, si vous voulez, ce qui se passe au Sénégal et dans la démocratie sénégalaise est intéressante, c'est-à-dire que même des partisans de Macky Sall qui auraient pu dire allez, on tente le coup, il y a une ambiguïté constitutionnelle, on y va, on s'engouffre dedans. Non, certains ont dit non. C'est ça la démocratie, c'est se dire que même si son leader est favorisé par tel ou tel menée, eh bien il faut être capable de dire non. À l'inverse, ce qu'on pourrait aussi penser, c'est que cette affaire, mais alors ça c'est un débat dans toutes les démocraties où il y a une limitation du nombre de mandats, mais on pourrait très bien considérer que c'était aux Sénégalais de dire bon, c'est moi qui vais décider si je veux encore voir ce personnage qui se présente pour X fois. Le seul risque dans ces cas-là, alors je ne dis pas que c'était le cas avec Macky Sall, mais vous savez très bien que quand un homme d'État occupe les rouages du pouvoir, bien il y colle tellement qu'à un moment il se dit bah voilà, je vais faire en sorte que ma candidature soit inévitable. Et ça, ce sont des choses qu'on a oubliées. Et puis je m'arrête là, mais ce que je trouve très encourageant, et j'espère que c'est ça qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir enfin en venir à ce qui fait la différence programmatique politique entre des opposants comme Ousmane Sonko et d'autres, et puis celui ou celle qui prendra les pas, enfin rentrera dans les pas de Macky Sall. Il y a une question, parce qu'il y a une vingtaine de candidats pour l'instant déclarés officiels à cette présidentielle de 2024. La question est de savoir, donc si, puisque Macky Sall renonce à ce troisième mandat, est-ce qu'il renonce pour autant au pouvoir? Une question opposée est posée autour des candidats qu'il pourrait avoir adoubés, désignés. On retrouve Eliman Dao depuis Dakar. Bonsoir à vous, Eliman. Vous suivez l'actualité politique autour de ce renoncement et puis de toutes les réactions que cela a suscité. Certains noms circulent déjà comme successeur désigné du président sortant. Écoutez, oui, des noms circulent en ce moment, mais aucune déclaration officielle. On va bien remettre les choses dans leur contexte. Aucune déclaration pour le moment officielle de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar, ni même de date prévue pour annoncer qui va remplacer Macky Sall, sur quel format, est-ce que ce sera des primaires ou autre, on ne sait pas encore, on n'a pas encore d'informations là-dessus, mais des noms circulent comme le nom du Premier ministre actuel, Amadou Ba,
Certains pensent qu'il pourrait être le bon profil pour être le remplaçant de Macky Sall. D'autres noms comme le ministre de l'Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, ou encore Abdoulaye Daouda Diallo, qui est actuellement conseiller du président Macky Sall. Mais pour le moment, on ne peut pas trop s'avancer. Il faudrait bien évidemment attendre qu'il y ait une décision de Benno Bokk Yakaar, la coalition au pouvoir, sachant qu'au Sénégal, d'habitude, on n'a pas l'habitude de faire des primaires, par exemple, comme dans certains pays, pour désigner la personnalité qui va représenter le parti ou la coalition lors de la présidentielle. D'habitude, c'est bien évidemment la personnalité phare qui adoube quelqu'un, et des analystes politiques disent même qu'il faudrait que Macky Sall lui-même se prononce, adoube un de ses lieutenants pour que sa candidature puisse être crédible aux yeux des Sénégalais. Je profite de votre présence, Elimane, pour faire aussi le point sur un autre opposant candidat potentiel à cette présidentielle. C'est Ousmane Sonko. On rappelle qu'il a donc été condamné à 2 ans de prison. Il est inéligible en l'état actuel. Son sort, son avenir semble mal engagé, mais il n'est pas pour autant scellé. Inéligible, il faudrait attendre qu'il y ait une décision définitive de la justice. On peut dire que sa candidature est actuellement menacée. Avant cette liaison, j'ai pu entretenir avec l'un de ses avocats, Maître Koureïchi Ba, qui dit qu'actuellement, à l'état actuel des choses, rien n'empêche Ousmane Sonko de se présenter. Il faudrait qu'il y ait un jugement définitif dans les 2 affaires judiciaires le concernant. Dans l'affaire où il a été condamné pour corruption de la jeunesse, il fallait que le jugement soit rendu public. Chose faite ce matin au tribunal de Dakar, et il faudrait également que le jugement soit affiché dans son dernier domicile connu, mais également dans sa municipalité. Et à ce jour, un délai de 10 jours s'ouvre où il a 2 choix, soit se constituer prisonnier, et dans ce cas, le jugement va être anéanti et le procès va s'ouvrir de nouveau, ou attendre l'expiration de ce délai de 10 jours, et dans ce cas-là, il faudra qu'il soit arrêté, et dans tous les 2 cas, le jugement va être anéanti et le procès repris à zéro. Et dans l'autre affaire où il est condamné pour diffamation, affaire qui l'oppose à l'actuel ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, on est toujours dans l'attente de la décision de la Cour constitutionnelle, car les avocats d'Ousmane Sonko ont fait appel de sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis. Et dans toutes les hypothèses, ses partisans et lui-même, Ousmane Sonko, dit qu'une élection présidentielle ne peut pas s'opérer sans lui. C'est un peu l'avis populaire qui de ce point de vue-là, l'avis de sa majorité, de ses partisans, et la loi qui vont s'opposer. Merci beaucoup, Elimane Daou, en direct depuis Dakar. Ziad Limam, cette présidentielle de février 2024, elle ne peut pas se faire sans Ousmane Sonko ? Je n'ai aucune idée. Si vous voulez, il y a 2 choses dans la problématique Sonko. Il y a des décisions de justice. Si elles s'appliquent et si elles vont jusqu'au bout, on verra bien. Deuxièmement, Ousmane Sonko représente quelque chose, c'est très clair. Il représente une partie de la jeunesse périurbaine qui ne s'y retrouve pas dans ce système, peut-être perçu comme un système élitiste, bourgeois, d'une certaine manière. Mais une partie aussi de l'agenda, c'était quand même le 3e mandat. Et donc là, en termes de repositionnement politique pour les troupes Sonko, il faut trouver quelque chose qui motive les gens, puisque l'argument 3e mandat est tombé. Et c'est pour ça que beaucoup de ces lieutenants, etc., sortent l'histoire ivoirienne ou une autre histoire pour dire attention, il y a danger. La réalité, c'est que franchement, je vois pas, sauf catastrophe générale, je vois pas un changement de cap dans les mois qui viennent. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui va se passer dans le cas de Sonko. Vous avez vu qu'Idrissa Seck aujourd'hui lui a dit tu es un peu jeune. Tu peux attendre. Bon, on voit bien aussi qu'il y a une coalition de l'autre côté, une espèce de front qui s'organise entre les opposants traditionnels, Macky Sall, Idrissa Seck, Karim Wade, Khalifa Sall, etc. Tous ces gens sont en train de se coaliser parce que Sonko les gêne aussi. Et donc on voit bien comment s'organisent les choses. C'est un espèce de front républicain qui irait aux élections, éventuellement avec ou contre Sonko, sachant que le Sénégal est une démocratie relativement mature, donc il y aura un vrai premier tour qui va éliminer du monde, et donc il faudra se positionner sur un second tour. Et c'est quand même une dynamique intéressante. La deuxième chose, c'est qu'à ce jour, les forces
de l'APR et de la coalition présidentielle, sans Macky Sall, ça pèse 10%, 15%, 20% chacun. Votre correspondant a cité tous les noms. Chacun d'entre eux a certes du talent, de l'expérience, etc. Mais en 6-7 mois, ils ont besoin de l'appui de Macky Sall. Et donc, est-ce que Macky Sall va dire « je t'adoube » ? Je pense que ça me semble un petit peu... je pense pas qu'il fonctionnera comme ça, mais à un moment ou un autre, il va falloir que ces gens s'entendent entre eux pour sortir un candidat de l'intérieur du système en disant c'est notre candidat, et je pense qu'à ce moment-là, il aura probablement le soutien de Macky Sall. Et voilà. Et après, la politique, comme vous le savez tous, enfin comme on l'a vu sur ce plateau au long des années, c'est quelque chose de très dynamique. Il peut se passer beaucoup de choses dans les semaines qui viennent. Le président va avoir quand même aussi 6-7 mois d'une grande liberté. Donc il peut éliminer certains candidats. Non, je pense pas. On est toujours à la recherche de ces scénarios où il élimine. Il peut pas physiquement, mais il peut choisir quelqu'un avec qui il s'entend. Il peut essayer de pousser quelqu'un avec qui il s'entend mieux, mais il doit tenir compte aussi de l'électorat de son pays, de l'électorat de. Ça, le président a une vraie empreinte. En particulier dans la communauté Poulard-Peul, en particulier dans le Sénégal rural, il peut amener du monde, donc forcément il pèse. Et ils n'y arriveront pas sans lui. Maintenant, est-ce qu'ici mettre quelqu'un qui n'est pas son ami, peut-être que ce sera plus complexe. Mais encore une fois, je pense que tout le monde a mesuré qu'il s'était passé quelque chose d'assez historique. Qu'un président renonce à ce fameux 3e mandat, que c'est rentré dans les mœurs politiques sénégalaises, qu'un certain nombre de gens, comme tu disais, qui avaient une prévention contre la candidature Macky Sall, c'était le 3e mandat. C'était pas forcément Macky Sall, c'était pas forcément le parti au pouvoir, c'était le 3e mandat. Donc la dynamique a bougé. Elle a changé. Donc on va voir ce qui se passe dans les semaines à venir. On va voir qui va parler, comment ça va parler. Mais ça va durer 7 mois jusqu'en février. En tous les cas, jusqu'à... les parrainages, c'est en août, hein, donc il y a déjà une première étape. Je pense aussi que, bon, les gens l'ont dit, l'intérêt du président, c'était pas de se dévoiler trop tôt. Parce que déjà, dès le début de son 2e mandat, on a commencé à lui parler de sa retraite et de son départ et de ça, etc. Donc, pour exercer le pouvoir, enfin, vous savez ce que c'est, les Américains appellent ça le canard boiteux, le lame duck. Moins vous êtes un canard boiteux, il faut être le plus tard possible. Alors lui, ce qu'il disait officiellement, c'est que si il annonçait trop tôt son renoncement, ses équipes ne travailleraient pas forcément. Non, c'est-à-dire que c'était la bataille des successeurs aurait été déclenchée. Mais ça a été le lendemain de son élection, ceux qui suivent le pays. Le lendemain de son élection, on lui parlait déjà de son successeur. À ce moment-là, Gauthier. Oui. Moi, ce que je trouve, bon, on risque de me répéter, ce que je trouve intéressant, c'est, je suis d'accord avec Ziad, je pense pas, enfin, il faut le souhaiter, je pense pas qu'il va y avoir une manière d'adouber par Macky Sall, parce que là, ça serait quand même, on reculerait par rapport au caractère historique de cette attitude, ce geste. Je crois que ce qui fait l'intérêt de la chose, c'est que par rapport à ce que tu disais sur ce que représente Ousmane Sonko, c'est-à-dire une jeunesse périphérique qui a de grosses réticences vis-à-vis des élites, ça c'est un vrai débat. Ça c'est un vrai débat de société, et que alors il faut souhaiter que ceux qui sont plutôt dans ce camp qui pourrait être soutenu par Macky Sall l'accepte en tant que tel. C'est-à-dire que on ne tombe pas à nouveau dans des rivalités de personnes, comme ça a pu être le cas dans divers États et ailleurs qu'en Afrique aussi, pour accepter que, au-delà peut-être même de l'aspect judiciaire des choses, alors ça ne veut pas dire qu'il faut évidemment aplanir les difficultés judiciaires de Sonko si elles sont justifiées, mais au-delà de ça, ça veut dire qu'il y a un vrai débat sur ce que doit être le Sénégal, sur ce, justement, avec une bonne pratique de la démocratie, qu'est-ce que le Sénégal peut se choisir à lui-même à partir du moment où on a éliminé justement les magouilles, les choses trappes, les connivences, Qu'est-ce que les Sénégalais attendent d'eux-mêmes? On a vu Ousmane Sonko fédérer, il a fédéré peut-être plus que d'autres dans la rue. Il a notamment eu cette jeunesse derrière lui. Mais vous savez pourquoi aussi? Vous savez que le discours d'Ousmane Sonko, c'est un discours globalement, alors justement de méfiance, de défiance vis-à-vis des élites, et c'est un discours qui a un caractère régressif, pour ne pas dire réactionnaire. Sur la question, par exemple, de la polygamie, Ousmane Sonko a avancé des positions qui sont très non pas surprenantes, mais qui sont menaçantes, je trouve, par rapport justement à un développement de la démocratie sénégalaise. Et c'est là qu'il y a une ambiguïté intéressante. Vous avez d'un côté cette maturité de la démocratie sénégalaise, et de l'autre côté la tentation, alors on verra, les urnes le diront, mais la tentation d'une grande régression d'une certaine manière. Le conservateur
conservatisme, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas non plus. Non, bien sûr. C'est-à-dire que dans toute l'Afrique, il y a des forces qui... Oui. On peut pas tout comparer, mais disons que ces forces conservatrices sur l'homosexualité, sur l'égalité des sexes, sur le mariage, sur la polygamie, sur la culture, etc., ça existe. Ça les empêche pas aussi de développer des discours attractifs, par exemple sur la génération, sur le passage générationnel. Donc le problème aujourd'hui des gens qui entourent Macky Sall et des futurs candidats, c'est comment faire ce saut générationnel, c'est-à-dire comment répondre à cette angoisse de cette jeunesse nombreuse, très urbanisée. Je sais pas, les gens qui connaissent Dakar, c'est impressionnant. C'est-à-dire, il y a un centre-ville et puis après, c'est des kilomètres d'urbanisation. Et plus on s'éloigne du centre-ville, plus c'est une urbanisation dure, un peu chaotique, avec des gens qui ont une scolarité un peu chaotique, et donc il y a des demandes qui sont générationnelles, démographiques, qui sont immenses. Donc répondre à ça est un défi, mais il faut y répondre pour ne pas justement que ces jeunes soient attirés par des discours qu'on appellerait par exemple populistes en Europe ou un peu de cette. Et puis c'est un pays, dernière chose, ils sont à la charnière, c'est-à-dire que à partir de l'année prochaine, les fameux gisements tortues de gaz, de pétrole, la frontière Sénégal-Mauritanie, ça va rentrer en production, ça va donner de l'argent dans le système, c'est-à-dire que les moyens de leur ambition d'émergence vont devenir, ça va sérieusement évoluer et augmenter. Et donc il y a cette dynamique. Parce que Macky Sall, on va aussi rentrer un moment dans le bilan, un peu. Oui. Quand il prend le Sénégal, c'est un pays, certes démocratique, certes, etc., mais la démocratie, la croissance atone. Donc au moins on lui reconnaît qu'il a remis du jus dans le moteur, les grands travaux, le Sénégal émergent, tout ça, ça a créé quand même beaucoup d'énergie. Donc que ça soit un héritier du parti, que ça soit un héritier de Macky Sall, que ça soit un héritier de l'opposition, que ça soit quelqu'un d'autre, il faut maintenir ce flux, parce que le seul moyen de sortir cette jeunesse du nihilisme et du no futur, c'est des jobs, c'est des usines, c'est des entreprises, c'est des services, c'est le tourisme, c'est l'ouverture, c'est important. Voilà, pour ces éléments de réponse. En une seconde, on passe au sujet suivant. Je sais que tu aimes bien faire précéder l'économie et dire si on assure un minimum de croissance, on évite les dérives. Mais rien que ça, c'est bien, c'est déjà un débat. Moi, je pense qu'il y a au Sénégal aussi ce débat-là, des gens qui disent est-ce que au nom de la croissance nécessaire et d'un certain bien-être nécessaire, est-ce que l'on doit évacuer tout ce qui est de l'ordre du sociétal, de la morale, etc. Et ça, moi, je constate que c'est en train de se confirmer au Sénégal, donc c'est une très bonne chose. On va s'arrêter un instant maintenant, si vous le voulez bien, tous les deux, sur la situation dans les banlieues. Il n'y a pas eu d'incident majeur la nuit dernière, une accalmie relative après les violences des derniers jours. En première ligne, de nombreux maires plaident pour la mise en place d'une véritable politique dans la ville, dans les banlieues populaires, pour enfin rétablir la confiance entre la population et l'État. Question toute simple à tous les deux. D'abord, quelle leçon va-t-on tirer de ces derniers jours de violence urbaine ? C'est ça la question essentielle aujourd'hui. Moi, je suis assez stupéfait par la tournure du débat. Donc, la première leçon, c'est que j'ai l'impression que le débat politique qui s'organise après les émeutes, j'espère qu'elles sont définitivement arrêtées, mais pour le moment, elles se sont calmées. Ce qui ne veut pas dire que c'est terminé. Voilà. On a un fait générateur qui est quand même grave, qui est déjà arrivé dans le passé, qui arrive assez systématiquement sur des populations souvent les mêmes. Et ça, ce fait générateur, la mort de Naël, c'est à la justice maintenant de parler et de trancher. Les émeutes, le ministre a dit, ils sont jeunes. La plupart, il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de revendication politique. Ils sont pas rattrapables par l'extrême gauche, ils sont pas rattrapables par les partis. C'est du rejet c'est violent, c'est un rejet très violent d'un système qu'ils pensent qu'il leur est imposé. Et on ne veut pas discuter là-dessus. C'est-à-dire que on écoute le Conseil de Paris, on écoute l'Assemblée, on écoute la droite, on écoute l'extrême droite, on écoute la gauche, on écoute l'extrême gauche. On ne pose pas la question du mal-être de ces gens qui sont peut-être des délinquants, qui ont peut-être tout pété dans leur quartier, mais il y a quand même clairement une question des identités. En France, on refuse de discuter de cette question.
On va nous dire c'est la faute des parents, nouveau délire. Ce que disait le président de la République. Voilà. Après, on nous dit l'autre délire de M. Retailleau aujourd'hui ou hier, c'est qu'en fait, il régresse. C'est quand même délirant d'entendre ça au XXIe siècle. Ils régresseraient dans leur identité d'origine. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? On est au XXIe siècle. Ce pays doit comprendre et accepter qu'il est multiculturel, qu'il est multiracial, qu'il est multireligieux, que les Français d'origine de souche, c'est très joli comme concept, mais c'est un concept quand même qui est en voie de, pas de dilution, mais qui est en voie d'intégration avec de nouvelles populations. Et on a un problème réel, sérieux. Quand ça a pété dans les petites villes, les gens sont restés par terre en disant « Oh, mais c'est dingue, ça pète dans les petites villes. » Mais oui, mais les petites villes, elles sont entourées de ces banlieues où on a parqué des migrants et puis leurs enfants et puis leurs arrière-petits-enfants et on a laissé ces banlieues se déglinguer. Après, on dit « Ah, bah tiens, c'est bizarre, ça pète à Montargis. » Oui, moi je connais Montargis, j'ai fait une partie de ma scolarité à Montargis. C'est ceinturé. Et alors pourquoi on les regarde pas en face ces causes structurelles? Pourquoi est-ce qu'on invoque la responsabilité des parents, des réseaux sociaux, des jeux vidéo? Pourquoi? D'abord parce que je pense qu'il y a ça fait 40 ans que ça dure. Il y a un problème vraiment inhérent, j'allais dire, dans la comète postcoloniale, c'est-à-dire qu'il faut s'habituer au fait que c'est des Français, pas d'identité, pas de papier, pas de truc, c'est des Français du 21e siècle, ils sont comme ils sont. La deuxième chose, c'est que l'État doit reconnaître que contrairement à ce qu'il dit, il n'investit pas. La troisième chose qu'il faut reconnaître, il n'investit pas assez. Si vous prenez les communes touchées ou la petite couronne, etc., et vous comparez les niveaux d'investissement public, c'est pas les mêmes. Et la troisième chose, il faut reconnaître qu'il y a un racisme, c'est pas systémique, mais il y a un racisme réel. Quand des jeunes vous disent « je suis contrôlé 14 fois ». Dans l'institution policière, c'est à ça que oui, vous mais pensez? ça va un peu plus loin. Je vous rappelle les histoires de CV anonymes. Maintenant, il faut envoyer des CV anonymes sans photo, ou il faut changer son nom, parce que sinon on n'y arrive pas. Et puis, je sais que ça s'atténue avec l'élévation sociale, etc. Je prends mon cas, par exemple. Moi, je n'ai pratiquement jamais été contrôlé. Mais quand je voyage avec un passeport français, il y a toujours quelque part un flic au monde qui va venir me casser les pieds en me disant mais Ziad Limam là, born in Tunis, c'est quoi votre histoire? Vous êtes vraiment français? Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est prégnant dans la société, et ces gamins de 15, 16, 17 ans, qui sont les enfants déjà d'une génération de celle de, comment ça s'appelait, la marche des beurs, etc., qui a mené nulle part, 80. Et qui sont les gamins de 2005, ça a mené nulle part, et ben ces gamins-là, tant qu'on regardera pas ça dans sa réalité et qu'on va s'inventer des histoires de parents qui sont pas responsables, on va pas aller loin. Gauthier, on a quelques... c'est pas ce soir que je serai en désaccord avec Ziad, là, parce que oui. Non, mais il faut vraiment donner un grand coup de pied dans la chose. Moi, si vous voulez, je suis, quand je vois aussi la dérive, ce qui peut être la dérive, c'est-à-dire toute cette loi parallèle qui est instaurée dans certains quartiers, par le caïda, par la manière dont on traite les femmes, etc. Par les trafiquants. Par les trafiquants. Ça, c'est une chose qui me révulse. Mais tout le reste, quand on a dit à ces gens de venir, il y a 40, 50 ans, qu'on leur a dit, vous habiterez là, Nanterre, c'est peut-être pas un hasard, c'était un tas de tôles, c'était des bidonvilles. Je termine d'une phrase. Il y a deux choses qui, pour moi, il faut avoir de la châssis dans les yeux pour ne pas les voir. C'est quand on voit ces jeunes qui brûlent des voitures, qui brûlent des camions, où ils le font. Bien sûr, ils sont allés un peu plus loin que les centres-villes. Ils le ramènent dans la cité pour les brûler. Il y a un côté autopunition, il y a un côté autoscarification qui devrait nous alerter. Malheureusement, on a un personnel politique à droite et aussi à gauche qui, dans ce cadre-là, est nullissime. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous, Gauthier. Merci à vous, Ziad. On va tout de même espérer pour l'avenir. C'est comme ça, on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sur 106.1 FM, alterradio.org et diverses plateformes internet. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sur ça qui a passé dans le monde. Événement. Qui rentrait la caille non.